c'est la crise de notre rapport à la réalité. Pourquoi est-ce qu'on a un peu de mal avec la réalité? C'est parce que le monde est en pleine métamorphose. Alors ça, c'est pas nouveau de le dire. En tout cas, le constat que je fais dans mon livre « Tous sans tort, éloge de l'hybridation », c'est justement le fait que le monde est de plus en plus hybride. Par hybride, il faut entendre ce qui est flou, contradictoire, hétéroclite, ambigu. En fait, l'hybride, c'est tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Alors le problème, c'est que plus le monde s'hybride et plus nos cases se vident. Et le problème des cases qui sont vides, c'est que certains sont tentés de les remplir avec des fake news ou des vérités alternatives. Et donc c'est de ce point de vue-là que effectivement c'est assez problématique. En fait, comme plus rien n'entre dans nos cases, c'est comme si on passait à côté de la réalité, à côté d'une grande part de la réalité. Quelques exemples très concrets, nos objets s'hybrident. Vous prenez votre téléphone, bah voilà, c'est aussi un scanner, une radio, une télévision, voilà, c'est une espèce d'objet protéiforme. Les villes, avant il y avait des jardins dans les villes, mais maintenant progressivement avec la végétalisation, avec les fermes urbaines, enfin avec un certain nombre de dispositifs, petit à petit, la frontière entre ville et campagne va être de plus en plus ténue. On retrouve également ça dans nos modes de consommation, entre Internet, les magasins, etc. Les modes de commercialisation. Finalement, avant, on achetait dans des magasins des produits. Puis maintenant, les produits vont se mêler avec des émotions. On nous vend des émotions, on nous vend un univers. Comme si progressivement, la frontière entre les commerces et même les parcs d'attractions allait être de plus en plus ténue, là aussi. Et c'est ce qui me fait dire que finalement, avant, nous étions dans une société industrielle de produits, après nous sommes passés à une société de services, et maintenant il y a une hybridation entre les produits et les services qui me fait dire que finalement nous sommes entrés dans une société des usages, une société hybride entre produits et services. On est un peu déstabilisé par tous ces éléments-là, et finalement, on ne sait pas comment faire avec toutes ces choses qui entrent dans nos vies. Je vais prendre une métaphore, c'est un peu comme si on était allé faire ses courses, et puis on rapporte du marché dans son caddie un certain nombre d'aliments, et puis on se rend compte que quand on essaye de les ranger dans nos tiroirs, dans nos bocaux, dans nos placards, ça rentre pas. Alors le problème, c'est que là il y a deux mauvaises habitudes que l'on a prises. Soit du coup on arrête d'acheter ces produits, ou on les laisse sur la table, on ne les range pas, voilà. Soit on va les découper de manière à ce que ça puisse rentrer. Et donc dans tous les cas, on passe à côté de la réalité. Donc du coup, en fait, le grand enjeu pour pouvoir sortir justement de cette impasse, ça va être de sortir de nos vieilles catégories, d'apprendre à créer sans cesse de nouvelles cases, et parce que le plus important, en fait, ça va être justement d'apprendre à apprivoiser cet hybride, ce monde hybride. Et pour moi, l'hybride est une véritable chance, c'est une opportunité extraordinaire qui va nous rendre justement plus intelligents, parce qu'on est sans cesse obligé de créer de nouvelles cases, plus tolérants aussi, et puis aussi surtout plus humbles. Si on étudie de près cette histoire, on se rend compte que finalement la coupable, c'est notre bonne vieille rationalité. Et donc finalement au début, dans l'Antiquité, donc la raison c'était le logos, et au départ c'était un simple outil qui nous permettait de pouvoir accéder à la réalité et comprendre la nature. On remarquait qu'il y avait des causes, il y avait des conséquences, et donc petit à petit on arrivait à avoir des régularités dans la nature, et donc ça permettait de pouvoir un peu mieux comprendre le monde dans lequel on était. Donc la raison était très positive puisqu'elle nous a permis, entre guillemets, de passer, enfin quand je dis nous, l'être humain, elle a permis à l'être humain de passer d'objet à sujet qui comprend le monde dans lequel il est. Et donc ça finalement, c'est l'humanisme. On peut dire qu'à ce moment-là, c'est comme si c'était les lois de la nature qui régnaient sur le monde. Voilà, on les reconnaissait en tant que tels. Mais en fait, progressivement, à l'époque moderne, il y a une sorte de dérive, de rigidification de la raison, où finalement on ne s'est pas contenté de vouloir expliquer le monde, la nature, on a voulu la dominer. C'est René Descartes qui dit voilà, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Là finalement, la raison n'est plus un simple outil, mais elle devient un véritable paradigme, et qui permet en fait de mettre l'être humain au centre de l'univers et d'acter sa supériorité par rapport aux autres animaux. Et c'est comme ça qu'en fait il y a une sorte de dénaturation de l'humanisme à l'anthropocentrisme. Et là ce sont plus les lois de la nature qui règnent sur le monde, c'est les lois de l'esprit humain qui règnent sur le monde. Le problème c'est que ce développement-là de la raison
en paradigme nous a permis de pouvoir développer les sciences, donc ça c'est très positif, mais on a développé les sciences du coup en identifiant, en classifiant, en triant, en hiérarchisant, en standardisant, en homogénéisant. Autant d'activités en fait qui font du mal à la réalité. Finalement c'est Emmanuel Kant qui a cette phrase terrible qui dit finalement c'est nous qui introduisons l'ordre et la régularité dans la nature. Quand on réfléchit à cette phrase-là, en termes de conséquences, de vision du monde, de philosophie, ça va quand même assez loin. Donc voilà, ça fait réfléchir. Donc ça c'est la phase anthropocentrisme. Et puis maintenant, à l'époque contemporaine, on est passé au transhumanisme, qui est une autre dénaturation de l'anthropocentrisme, où là l'idée c'est qu'on ne se contente plus d'expliquer la nature ou de dominer la nature, on veut la recréer. Donc voilà, on va recréer la nature, on veut essayer de recréer l'être humain, et l'idée c'est plus seulement de dire l'être humain n'est pas un animal comme les autres, il est supérieur aux autres, mais l'être humain n'est même plus un animal, c'est un dieu qui est omniscient, omnipotent. Et finalement, au départ, la raison était un simple outil, puis elle est devenue un paradigme, et là, à cette époque contemporaine, on peut dire que la raison est même devenue une sorte d'idéologie au sens d'Hannah Arendt, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la logique qui fait qu'on tout part d'une case, qu'on est enfermé dans une case, et que surtout, ne faisons pas un pas de côté, parce que se contredire serait la pire chose du monde. Très concrètement, tous ces différents éléments, le fait d'avoir dénaturé l'humanisme en anthropocentrisme puis en transhumanisme, fait que ça a des conséquences sur le sort que l'on réserve aux autres animaux, sur la manière dont on traite les ressources naturelles, et puis surtout sur l'humanité qui est en nous, et puis surtout à l'égard en fait des générations futures, la manière dont on est face aux générations futures. Et puis j'ajoute une dernière chose, c'est que cette dénaturation de la raison, cette rigidification, même cette radicalisation de la raison, fait que en fait, on n'accepte plus l'imprévisible. C'est-à-dire que non seulement on l'a refoulé, mais là maintenant, en fait, on le refuse totalement. Alors on développe 1 milliard d'outils, des algorithmes, plein de nouvelles technologies pour pouvoir faire en sorte que l'imprévisible n'existe plus. Et puis quand l'imprévisible surgit, en forme de Covid-19, là pour le coup, on est complètement déboussolé. Donc c'est tout le sujet de comment recréer un rapport plus sain à la réalité en acceptant son caractère fondamentalement imprévisible. J'utilise la métaphore du centaure pour pouvoir parler de l'hybride. Quel est le lien entre le centaure et l'hybride ? C'est que le centaure, donc c'est une espèce de figure monstrueuse, agressive, 99% du temps décrite dans les arts ou la littérature comme un animal qui va nous faire du mal. Donc espèce de figure mi-homme, mi-cheval. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une figure hybride, donc très ambigu, très flou, contradictoire, hétéroclite. Finalement, hétéroclite parce que qu'est-ce qu'un homme fait avec un cheval, donc ça, voilà. Mais surtout pour moi, en fait, c'est la figure de l'imprévisible. C'est pour ça que pour moi, ce qui est hybride, c'est ce qui est imprévisible. Parce que si vous vous trouvez face à un centaure, vous savez pas comment il va réagir. Si vous pensez qu'il va réagir comme un être humain, vous vous trompez. Si vous pensez qu'il va réagir comme un cheval, vous vous trompez aussi. Il va réagir comme un centaure. Et comme a priori, vous savez pas comment ça va réagir, un centaure, voilà, vous êtes déstabilisé. Donc c'est pour ça que pour moi, la figure de l'hybride, le centaure, est donc fondamentalement la figure de l'imprévisible. Dans mon livre, je fais une critique radicale de la rationalité en montrant qu'il ne faut pas réduire la pensée à la raison et qu'on peut imaginer une autre manière d'appréhender le monde. C'est important parce que c'est pas genre la raison ou le chaos. Ça, c'est ce qu'un certain nombre de philosophes dans l'histoire des idées ont essayé de nous dire en disant voilà, on met des petites rustines et puis tout va bien aller. Sauf qu'à chaque fois qu'on a mis des rustines à la raison, à chaque fois on l'a rigidifié, radicalisé, renforcé encore. Donc, encore une fois, c'est pas parce que je rejette la raison que je fais l'éloge de la folie, de l'émotion ou de la foi, ça n'est absolument pas le sujet. C'est comment est-ce qu'on construit une autre théorie de la connaissance du monde. Et donc il y a un certain nombre de lois. Et donc l'idée c'est que plutôt que d'être dans un principe d'identité, voilà, je suis ceci mais je peux pas être cela, soyons plutôt dans un principe d'altérité, je suis ceci, je peux aussi être cela. C'est un peu comme l'entreprise qui dit c'est pas mon métier. Oui mais si ça peut être ton métier, il y a peut-être d'autres choses à imaginer. Donc sortir d'une logique identitaire. Deuxièmement, plutôt que d'être dans un principe de non-contradiction, eh bien soyons plutôt dans un principe de contradiction au sens de multiplicité et surtout de nouvelles combinaisons. C'est-à-dire que les concurrents d'aujourd'hui peuvent peut-être être des alliés de demain, donc c'est comment repenser complètement le positionnement que l'on a par rapport à des choses qui peuvent sembler hétéroclites.
Et troisièmement, plutôt que d'être dans un principe de tiers exclus, qui exclut et donc qui fait du mal, soyons plutôt dans un principe de tiers inclus. Et donc ça, c'est tout le sujet de l'innovation, de la créativité. En fait, finalement, on renoue avec cette définition extraordinaire de l'être humain par Hannah Arendt. L'être humain, c'est l'animal du commencement. En fait, c'est le seul animal qui, justement, est capable d'initier du commencement, d'initier de la nouveauté dans le monde. Et donc, ça, effectivement, il faut renouer avec cette idée-là de l'être humain. Pour moi, c'est ça, penser de manière hybride. Et si on arrive à penser de manière hybride, puisque le monde est hybride, on arrivera, du coup, à connaître autrement et donc à agir autrement. On nous a appris, à cause de la division des sciences, on a un cours de mathématiques, un cours de français, un cours de biologie, un cours de géographie, et ce qui est terrible, c'est que finalement, à l'école, on ne nous apprend pas à faire des liens entre ce que j'apprends en géographie, qui peut très bien avoir un lien avec les arts plastiques, parce que finalement, dessiner une carte, c'est comment est-ce que je dessine le monde, faire des liens entre la littérature et l'histoire, enfin, créer des liens. Et finalement, chacun parle depuis sa discipline, et donc, il y a évidemment des belles initiatives en termes d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, mais donc on arrive par exemple à des doubles diplômes concrètement. Mais le problème des doubles diplômes, c'est que si je fais une licence en histoire et en sociologie, je vais avoir l'histoire et je vais avoir la sociologie. Et finalement, moi, ce que j'essaie de défendre, c'est comment est-ce qu'on fait justement pour hybrider véritablement les deux. Donc ça demande effectivement de repenser complètement la manière dont on enseigne pour avoir non pas une interdisciplinarité ou une pluridisciplinarité, mais être dans une transdisciplinarité. Et au-delà des disciplines, ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des laboratoires de recherche, des entreprises, des institutions publiques. Voilà, c'était à la base le modèle de la Silicon Valley, c'est le modèle du Ternion en Israël. Pour le coup, je trouve que c'est intéressant de pouvoir non pas seulement hybrider les compétences, mais aussi pouvoir hybrider les mondes. C'est cette idée de transmondanité. Voilà, on dépasse nos logiques identitaires, on sort de nos métiers, on sort de nos chapelles et on fait un pas de côté pour pouvoir justement s'hybrider. Pour moi, l'hybridation, ça peut être pour moi, c'est une réponse à la crise de notre rapport à la réalité que l'on connaît. Ça peut être une véritable solution. En fait, très concrètement, quand on voit avec l'aménagement des territoires, c'est comment est-ce que, plutôt que de construire des maisons de retraite qui sont éloignées des centres-villes, comment est-ce qu'on fait des maisons de retraite qui sont aussi des incubateurs de start-up, comment est-ce que les gares peuvent devenir des potagers, comment est-ce que les commerces peuvent devenir également des parcs d'attractions, enfin, comment est-ce qu'on hybride tous ces différents lieux, tous ces différents usages, pour faire en sorte qu'il y ait une véritable hybridation des usages, des générations, des économies, des habitants. Pour moi, ce sera la clé, pour moi, c'est ça la clé du creuset républicain. Donc ça, ce sont des exemples qui sont très concrets de ce que l'hybride peut faire. Après, pour pouvoir revenir au sujet, par exemple, de l'éducation, c'est que c'est tout ce travail de comment est-ce que les entreprises arrivent à se rapprocher des universités, et des laboratoires de recherche, comment est-ce que les administrations arrivent à se rapprocher des laboratoires de recherche, là il y a un vrai sujet, comment est-ce qu'on parle une langue commune, donc comment est-ce qu'on crée des lieux de rencontre. Si je crée en tant qu'institution publique ou en tant qu'entreprise un conseil scientifique, mais bon voilà, on se voit 3 fois par an, voilà, pour le coup il n'y a pas d'hybridation, il n'y a pas d'échange, chacun restant dans son monde, dans son métier, dans ses représentations, dans son langage, et finalement il n'y a pas de rencontre. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait une véritable hybridation. Ça, je pense que ce sont des pistes assez concrètes de choses que l'on pourrait mettre en œuvre au niveau de l'entreprise, au niveau des institutions publiques, administration, au niveau des laboratoires de recherche des universités. Ça peut sembler un risque, notamment beaucoup pour les directeurs des ressources humaines, mais en fait c'est la capacité à se dire si j'embauche un mouton à 5 pattes, une espèce de personnage qui a fait plein de choses, qui a des compétences extrêmement diverses, que je ne sais pas par quel bout prendre, voilà, une espèce de centaure. Comment est-ce que j'arrive à l'intégrer dans mon organisation sans lui demander de couper sa 5e patte, ça, je reprends ma métaphore avec les fameux bocaux où je rentre des courses et ça rentre ni dans mes placards ni dans mes tiroirs. Donc comment est-ce que j'accepte cette étrangeté, cette imprévisibilité et j'arrive à l'intégrer dans mon équipe. Comment est-ce dans un cabinet ministériel il pourrait y avoir des chercheurs, Bon, ça pour le coup ça peut paraître complètement hérétique parce qu'on va dire non, parce que les chercheurs il y a un temps de la recherche, il y a un temps long et ça, ce qui est complètement incompatible avec
l'urgence du politique. Mais je pense que si l'urgence de politique faisait un pas de côté et que les chercheurs faisaient un pas de côté, à un moment donné, on pourrait se retrouver dans une même temporalité, avec des mêmes objectifs, avec une même langue et avec des mêmes représentations. Tout ça, évidemment, ça demande à être construit et il faut surtout de la volonté. L'un de mes grands maîtres à penser, dont je me suis beaucoup inspirée dans la rédaction de ma thèse en philosophie, ma thèse sur pensée hybride, c'est Elias Canetti. Elias Canetti, d'origine bulgare, prix Nobel de littérature en 1981, qui est malheureusement peu connu du grand public, mais pour moi c'est l'un des plus grands penseurs européens du XXe siècle. Lui c'était un véritable hybrideur, parce qu'il était écrivain, philosophe, dramaturge, chimiste, voilà, complètement hors des cases, et il hybridait justement des idées, des cultures, des langues. Et donc toute son œuvre porte cette richesse-là, donc avec un livre, Le territoire de l'homme. Et il y a une petite citation que j'aimerais partager avec vous, que je trouve très très belle. Et c'est un bel exemple, enfin c'est un bon conseil, je trouve, pour des pédagogues ou des enseignants. Il dit « Je suis convaincu qu'il n'est pas dangereux de jeter son encre trop loin. Le cours de la vie entraîne de toute manière des rétrécissements. Et si le rétrécissement ne peut être évité, on peut du moins l'arrêter et lutter contre lui en se construisant une base aussi large que possible. » Effectivement, c'est très fort cette idée de se dire, au fur et à mesure de la vie, il y a ces rétrécissements. Donc il faut toujours sans cesse essayer de s'augmenter, augmenter son savoir et aller sur des terrains qu'on n'a pas l'habitude de labourer. C'est ça que je dis, finalement, voilà, il faudrait que les philosophes apprennent le développement informatique, il faudrait que les DRH se forment au design, il faudrait que les architectes se forment aux neurosciences, enfin voilà, que chacun sorte un peu de sa logique identitaire. On a une sorte de pulsion d'homogénéité qui nous réduit, qui nous amène toujours vers ce qu'on connaît, voilà. Et comment sortir de ça et aller, jeter son encre beaucoup plus loin de soi.